Et là, on joue aussi avec l'humiliation. Donc, pratique aussi sexuelle, parce que ça peut être les jeux autour de l'anal, par exemple, pour les hommes cis. Le fait de se faire sodomiser va être considéré comme une pratique BDSM, pour certains. Alors que pas vraiment, en fait. Hein, oui. Mais voilà. pour ça, parce qu'ils vont lier, ils vont considérer qu'être sodomisé, donc qu'être pénétré, ça va être humilié. Pour eux, c'est synonyme d'humiliation. C'est le cadre qu'ils se sont donnés. Ouais, c'est le cadre qu'ils se sont donnés. Et donc ensuite, il y a tous les jeux cérébraux, où on va interpréter des scénarios. Alors ça peut être évidemment celui qui est très connu, maîtresse d'école avec l'élève, celui professionnel de santé avec son patient, prisonnier, tortionnaire, enfin plein de choses comme ça. Donc ça, c'est des roleplay, comme on les appelle, assez caricaturaux, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles, des scénarios qui sont beaucoup plus subtils. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Donc, non, mais en fait, j'ai plein de questions à poser. Et vous avez certainement plein de questions à poser. Oui. Mais avant de continuer, nous allons passer au jeu T'en penses quoi? Alors, je vais vous demander à vous, chers téléspectateurs, et à mon équipe, ainsi qu'à vous, Axel, de noter sur votre ardoise à quoi vous pensez quand on vous parle de BDSM. Alors pour vous, Axel, ça ne va pas être suffisant. Je le dis, ça ne va pas être suffisant. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit et même les idées reçues que vous avez pu avoir avant de vous-même pratiquer. Et vous, chers téléspectateurs, prenez le temps de lister les idées reçues ou pas que vous avez sur le BDSM. Et on va y répondre juste après. Nous allons commencer par Amélie. Très bien. Alors, en idée, il y avait tout ce qui était douleur et plaisir. Les deux, pour moi, étaient liés. Je crois qu'ils le sont d'ailleurs. C'est d'actualité. Axel va répondre à tout ça après. Tout ça. La domination et la soumission, les deux étant également liés et non dissociables. Tout ce qui était sombre, je trouvais ça très sombre. Je me disais que ça se passe toujours la nuit, toujours dans des endroits sombres. Et toujours habillé en noir, je ne sais pas pourquoi. Lumière tamisée. Voilà, lumière tamisée, ambiance sombre. Et attache et cuir. Ok. Élodie. Alors, pour ma part, je pense à la soumission, l'humiliation, les douleurs physiques, la domination, et ça me fait penser aussi un peu à un univers assez dark. Des tenues noires, je pense à des clous. Donc là, il y a humiliation et domination qui arrivent en plus. Écoutez, moi j'ai exactement les mêmes. J'en rajoute juste un. J'ai toujours un peu entendu que dans le BDS, que les clients BDSM étaient des personnes avec des gros postes qui cherchaient un peu à lâcher prise. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est vrai que je l'ai entendu également. Voilà. Oui, c'est vrai. Aussi. Des personnes qui avaient toujours le contrôle et qui ne voulaient perdre le contrôle, justement. Très bien. Axel. Alors moi, je me suis mis il y a 15 ans. Moi, j'ai mis bizarre, étrange, sulfureux et style vestimentaire. Je ne suis pas du tout allée sur les pratiques. Je vraiment sur les émotions, en fait. Sur ce qu'on pense, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on se dit quand on entend BDSM? C'est quoi cet univers bizarre, dark, un peu sombre. Et c'est vrai que le style vestimentaire compte. Moi, exactement. Je vois cuir, une femme tout en latex. On voit des clous. Il y a pas mal de clichés, en fait, de stéréotypes qui sont reliés à la pratique BDSM. Mais même là vous ne l'avez pas marqué. En tout cas, moi, je l'avais. C'était les objets aussi. Fouet, cordes, menottes. Tout ça, c'est un peu tout ce qu'on voit dans nos idées reçues par rapport au BDSM. Dans notre imaginaire collectif,
Quand on parle BDSM, on pense à ça en premier, j'ai l'impression. Eh bien, du coup, place aux questions. Est-ce que c'est censé faire mal? Est-ce que c'est censé faire mal? Non, pas vraiment. Tout dépend en fait de la volonté des deux partenaires, des deux joueurs ou joueuses. C'est vrai que l'exploration de la douleur, donc du masochisme et du sadisme, permet pour certaines personnes, alors pour la personne qui va recevoir le martinet, le fouet ou whatever, de déconnecter en fait le cerveau et de pouvoir lâcher. Et on parlait de lâcher prise et ben, à partir du moment où la personne va ressentir cette douleur, hop, elle va être dans le lâcher prise. Ça peut être aussi un moment où on a une forme de mal-être, de contrariété qu'on ne s'avoue pas, et en fait le fait de recevoir cette douleur permet de libérer les larmes, et il y a un petit côté catharsis dans la question de la douleur. Mais là je vous parle de la douleur intense, mais on peut avoir des douleurs exquises. Par exemple, le fait de mettre des pinces à tétons, c'est assez exquis, ou sur une autre partie du corps. C'est fin. Oui, c'est ça. C'est il y a certaines parties du corps qui vont, comment dirais-je, papillonner ou se réveiller en étant contraints ou en sentant certaines sensations en fait. Donc, est-ce qu'on doit avoir mal pour répondre à la question? Non, pas forcément. Pas forcément. D'accord. Alors, pour en revenir à vous, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Comment vous en êtes arrivé là? Comment vous en êtes arrivé à ouvrir une école sur le BDSM? Alors, avec Erosphère, le festival Erosphère, on a vu qu'au fur et à mesure des années passant, il y avait énormément de demandes sur des ateliers. Les gens avaient besoin en fait de se former, de comprendre ce qu'était le BDSM. Et très clairement, aujourd'hui par exemple, Erosphère, on vend les places en 1 heure, 180 places vendues en 1 heure. Incroyable. Waouh, Ouais, donc il y a de la demande. Il y a énormément de demandes. Et moi, je suis devenue dominatrice professionnelle il y a à peu près une dizaine d'années. J'ai eu un cancer, j'ai failli mourir, et je me suis dit, bon, je suis déjà morte une fois. Allons sur la domination professionnelle, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, et on n'a qu'une vie. Donc, au bout d'un moment, quand on est jusqu'au bout. Ouais. Au bout d'un moment, quand on est au pied du mur, moi je me suis dit, ok, je vais faire ça, je le fais. De toute façon, Et j'avais beaucoup de demandes de couples notamment qui souhaitaient avoir un coaching pour apprendre. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas ouvrir une école, parce qu'il y a des ateliers qui existent déjà, il y a plein d'associations qui organisent des ateliers, mais c'est très ponctuel. Et voilà, je pense que, j'avais senti que le fait de donner des rendez-vous et de structurer un parcours d'apprentissage au sein justement d'une structure, ça répondait à une demande. Et vos proches, qu'en ont-ils pensé? Alors de quoi? D'ouvrir une école sur le BDSM. Non, d'ouvrir une école, ça va. Ce qui a été le plus compliqué pour eux, non, ça va. Ouvrir une école, dans la ça va. continuité. Je me pose la question, en fait, vous venez d'évoquer le fait d'avoir eu une maladie, un cancer. Est-ce que, avant la maladie, vous assumiez le fait d'être dans le secteur du BDSM, d'exercer de la domination? Parce que j'ai l'impression que ça a été une période charnière où vous avez peut-être assumé davantage pour passer dans un domaine un peu plus professionnel de la domination, c'est ça? Alors, moi, j'ai toujours eu en fait cette appétence pour le sexe créatif. Et ma famille n'est pas est une famille assez classique, hein, où on ne parle pas de sexualité, ni rien du tout, très bien. Et mais moi, je sentais que c'était vraiment un domaine qui m'intéressait, et puis j'explorais, donc notamment en Allemagne, etc.
Et pourquoi, en fait, érosticratie et pourquoi je vous parle du vecteur de l'art pour parler de la sexualité? Parce que c'est beaucoup plus facile, en fait, de parler de la sexualité en passant par un médium qui n'est pas directement soi. Et donc, j'ai pu parler alors, ma famille, non pas vraiment, mais à mes partenaires, en regardant des films avec eux, ou en conseillant des livres, ou en allant voir certaines expositions. Et c'est vrai que le fait de regarder des images et d'ouvrir le dialogue autour de ces images, il y a une forme de, alors j'allais dire d'apprentissage, non, mais on se formalise pas, mais on se familiarise avec le sujet. Et donc, avec l'érosticratie, on a parlé d'abord de la sexualité via le vecteur de l'art. Ça a amusé ma famille. On fait ils sont venus à quelques apéros pour voir un petit peu le domaine, comment ça se passait. Ils ont trouvé que les gens étaient très normaux, donc ça les a rassurés. Et puis bon, après, je suis tombée malade et ils ont eu très peur pour moi. J'ai commencé la domination et quand j'ai annoncé... alors moi, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. C'est vrai que si j'étais mariée, si j'avais des enfants, ce serait peut-être autre chose. Donc là, je parle pour mes parents et mes frères et sœurs. Bon, au final, ils étaient contents pour moi. Ils se sont dit, bon, c'est le prolongement, c'est le prolongement. Mais il y a aussi toute, la manière dont on communique sur ce type de sujet. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu avec eux une communication qui était rassurante. Et aussi une communication qui ne faisait plus appel à tous ces stéréotypes qu'on a justement de la douleur, de la violence. Le BDSM, c'est pour les pervers. Vous avez su l'amener assez subtilement via l'art, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, en fait. Donc forcément, ça permet d'appréhender un petit peu la chose de manière un peu plus réaliste et plus douce aussi. Certes, je l'ai amené de manière plus douce, mais il a fallu prendre le temps. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Familiariser quelqu'un avec un sujet comme ça, c'est pas en une journée, une semaine, un mois. Ça a pris des années. Et donc, lorsqu'on a un partenaire qui ne connaît pas le sujet, du jour au lendemain, c'est difficile de l'amener à des pratiques qui sont BDSM. Il faut vraiment en fait, prendre le temps de discuter, d'évoquer le sujet et en fait, d'enlever au fur et à mesure toutes les peurs, toutes les angoisses et toutes les idées reçues. Oui, et déconditionner en fait aussi les peurs qui peuvent être accolées à la thématique. Et puis je pense que la méconnaissance parfois met des idées dans la tête qui ne sont pas vraiment en adéquation avec la réalité aussi de la pratique. Complètement. Amélie, vous aviez une question ? Oui, c'était concernant l'école. Qu'enseigne-t-on à l'école des Arts Sadiens ? Alors, on enseigne plein de choses.